à ce troisième numéro de Refait la semaine. Au sommaire, aujourd'hui, nous recevons l'essayiste et philosophe Pascal Bruckner qui publie chez Grasset un livre événement, un des livres événements de cette rentrée, Une brève éternité, philosophie de la longévité, donc aux éditions Grasset. Bonjour Pascal Bruckner. Bonjour. Heureux de vous accueillir à Radio J en ce dimanche, au terme d'une semaine chargée en événements que nous allons d'ailleurs avec vous aussi dans une deuxième partie commenter. Nous reviendrons notamment sur la convention de la droite qui déchire les esprits dans le landerneau parisien, et nous vous interrogerons d'ailleurs sur votre position concernant le discours controversé de l'essayiste et journaliste Éric Zemmour, et en compagnie de notre chroniqueur et ami Gil Michaeli, directeur de la publication de Causeur. Nous évoquerons aussi la une de Causeur, Ne nous délivrez pas du mal. C'est bien une une à la Elisabeth Lévy, hein, cher Gil. Oui. Ouais, on l'évoquera justement dans le fil de notre conversation, et on retrouvera en dernière partie, Pascal, notre correspondante en Israël, Pascal Zonshine, qui nous livrera une sorte de tableau de résumé de la presse en cette semaine de grand balagan post-électoral, puisque on le sait, pour l'instant, Benyamin Netanyahou n'arrive pas à former sa coalition. Mais alors tout de suite, moi j'ai envie de vous demander, après la lecture de ce livre passionnant, très stimulant intellectuellement, s'il ne s'agit pas au fond d'une manière d'autobiographie déguisée pour l'homme aujourd'hui tout juste septuagénaire que vous êtes, Pascal Bruckner. Oui, on peut le prendre comme ça. C'est à la fois un manifeste et une autobiographie intellectuelle. C'est-à-dire que chaque passage d'une nouvelle décennie est évidemment un choc moral, psychologique, qui est renvoyé par la célébration des anniversaires. Et donc c'est une manière de se demander qu'est-ce qui fait que je tiens et que j'espère encore tenir quelques années de plus. Donc c'est une rétrospective et c'est aussi une prospective. Donc j'essaie d'établir ce qui peut pousser un homme ou une femme à partir de 50 ans, puisque c'est l'âge officiel où l'on devient senior dans les entreprises, et bon, le monde de l'entreprise est quand même un bon indicateur, et dans les statistiques, qu'est-ce qui peut les pousser à se lever chaque jour, à envisager la vie sous un œil peut-être serein, sans être accablé par l'idée que la fin se rapproche. Alors, vous citez un grand auteur allemand connu de tous nos auditeurs qui est Goethe. Goethe, il a un aphorisme qui est resté et qui est souvent d'ailleurs cité par les gens qui réfléchissent au processus de vieillissement. C'est vieillir, c'est se retirer progressivement ou disons graduellement des apparences, selon la traduction que l'on donne. Vous l'appliquez à vous-même ? Oui, je pense que justement ce qui a changé aujourd'hui, et du fait que nous avons gagné 20 à 30 ans de vie supplémentaire, ce qui a changé, c'est que les personnes qui vieillissent ne veulent plus se retirer des apparences. Au contraire, ils veulent persister dans la visibilité, ils veulent être là dans la cité. Vous y compris ? Ah ben moi plus que tout autre, oui. Oui. Sinon je ne publierais pas de livre et je ne serais pas. J'irais me retirer dans la campagne en attendant que la faucheuse m'enlève. Non, je pense que c'est ça le grand changement, c'est que pendant des siècles les gens ont endossé le costume de la vieillesse parfois à 30 ans ou à 40 ans, puisque on mourait très jeune encore au 19e siècle. Et puis petit à petit, ils ont décidé, grâce au progrès de la médecine et grâce au progrès tout court de la société, ils ont vécu mieux, ils se sont soignés aussi physiquement et ils ont soigné leur apparence. Ils veulent persister dans cette visibilité sans renoncer à tout ce qui fait le prix de la vie, parce que si on se retire des apparences, que reste-t-il de la vie si c'est la pseudo-sagesse des vieillards? Ça, je n'y crois pas. Oui, qui éclaire mais sans réchauffer. Alors justement, avant que Gil vous donne sa lecture du livre, encore une toute petite question, parce que ma curiosité a été piquée à vous lire. Vous parlez d'une nouvelle philosophie de l'intensité. C'est-à-dire qu'au fond, il n'y a plus seulement les jeunes, les gens de 20 ans, de 30 ans, de 40 ans, qui vivent dans l'intensité du moment présent. C'est une quête qui, en revanche, aujourd'hui est partagée par tous les âges. Et donc les grands-parents qui recevaient leurs petits enfants calmement et qui leur faisaient manger des brioches ou des madeleines, c'est terminé. Eux-mêmes veulent s'éclater, avoir des sensations fortes, faire du sport, etc. Ça rend plus heureux ou ça rend encore plus insatisfait qu'avant, d'après vous, ça ?
Je pense que l'été indien de la vie, comme je l'appelle, donc c'est cet âge qui va de 50 à 80 ans pour voir large, c'est une post-adolescence, mais qui ne sera suivie d'aucun âge adulte, puisqu'ensuite, c'est évidemment, la fin se rapproche. Alors cette post-adolescence, elle est, à mon sens, très ambivalente. D'un côté, il y a la tentation de prolonger une jeunesse qui est encore toute proche et qu'on ne veut pas quitter. Et c'est ça, justement, le vieillir, c'est, comme disait, je crois, Oscar Wilde, c'est rester jeune dans la tête, mais pas dans le corps. Et de l'autre côté, il y a évidemment les convenances ou les conventions qui nous poussent à quand même ne pas tout à fait adopter le costume et les attitudes des jeunes gens, même si on voit bien aujourd'hui que, surtout l'été, que les gens âgés, parfois jusqu'à 90 ans, se baladent en short, font du jogging. Le bourgeois est devenu romantique, hein. Travailleur le jour, bambocheur la nuit, oui, selon la formule du sociologue américain Daniel Bell. Oui, mais le bourgeois veut à toute force rester jeune, tout simplement parce qu'il lui semble que l'essentiel des valeurs de la vie réside dans la jeunesse et que la maturité n'est investie d'aucune valeur aujourd'hui. C'est ça qui a changé par rapport au 19e ou même au début du 20e siècle, même à mes propres parents, pour qui la maturité était une positivité. Pour nous, elle est une négativité. Donc nous essayons effectivement de rester dans le courant de la vie. Et ça, c'est quelque chose qui est apparu dans les années 50-60 avec la fameuse formule « t'es plus dans le coup, papa », qui aujourd'hui ne fait plus sens pour les jeunes générations, mais qui malgré tout dit bien les choses. Donc c'est à la fois une obstination à rester vivant, avec ce que ça peut avoir de ridicule ou d'incongru, de déplacé. Mais est-ce qu'on préfère placer tous nos seniors dans des EHPAD et les promettre à une mort anticipée? Personnellement, je suis conscient du déchirement, mais je l'assume. Gilles. Oui, je voudrais élargir un petit peu. On parle de la vieillesse, mais en fait, vous parlez de bien d'autres choses. J'ai dit juste à ceux qui nous écoutent qu'il y a des pages lumineuses sur les renouvellements, sur la répétition, sur l'originalité, les cultes de l'originalité. D'ailleurs, j'avais un prof de littérature qui disait que si ça dépendait de lui, le bac de littérature serait de fabriquer, de fausser un poème de Rimbaud, de fausser un poème de Victor Hugo pour prouver qu'on a bien déchiffré les codes au lieu de faire en dissertation. C'est pas mal, voilà. Oui. Donc ne pas pasticher chercher. Exactement. Classique, oui. Ça veut dire qu'on a vraiment compris. Exactement, oui. Ce que c'est. Je ferme la parenthèse et je reviens vers la question de degré des âges. Donc c'est pas uniquement la question de la vieillesse qui a changé, c'est tous les degrés des âges, toutes les étapes, et j'ai l'impression que au moins pour cette génération qui commence à 45, vous faites commencer ça en 45, pour la génération de baby boom, c'est l'enfance, l'adolescence, et puis une vieillesse et la mort, c'est-à-dire ce sont les 4 étapes. On a la même âge entre 15 ans et 70 ans, 75 ans, jusqu'au moment où on ne peut plus faire du jogging et où on a besoin d'aide. Autre chose, les chapeaux a disparu, la moustache a disparu. J'ai regardé ces derniers temps, depuis la lecture, les monuments aux morts de la Première Guerre mondiale. Même si c'était des jeunes hommes, ils sont représentés comme des hommes de 30, 40 ans, souvent pères des familles, ce qui correspondait pas à une réalité statistique de l'âge moyen des morts. Ça, oui. Donc, donc tout le champ a été bouleversé. C'est pas uniquement la vieillesse, toute la vie a été bouleversée. Et donc ça, c'est la première question. Deuxième question, est-ce que c'est pas quelque chose qui va pas se reproduire, et est-ce que ça fait pas partie de baby boom qui dans son passage a tout changé? Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on reste jeune jusqu'à ce qu'on devienne vieux. La maturité n'est plus connotée de façon positive. On s'en méfie, comme si mûrir, c'était toujours mourir un peu. C'est plus l'âge philosophique ou l'âge de l'esprit par excellence que c'était jadis au temps classique. Oui, la maturité. Alors, l'âge philosophique intervient dans l'été indien de la vie. Justement, c'est quand on est dans les 10 ou 20 dernières années de sa vie qu'on commence à se poser les questions fondamentales, non pas de façon scolaire, comme on le faisait à l'école, mais au contraire de façon intime.
C'est que tout d'un coup, cette théorie qui paraissait un peu vague et lointaine s'actualise chaque jour. Et puis, c'est vrai que du coup, la jeunesse s'étire indéfiniment et les baby-boomers ont voulu réinventer la jeunesse. Ils veulent aussi, de façon peut-être un peu dérisoire, réinventer la vieillesse. En tout cas, ce qu'ils souhaitent, c'est la repousser au plus loin dans les saisons de la vie. Et on voit aujourd'hui des hommes de 80 ans. Il se trouve que j'ai fait récemment un débat, un colloque sur la fin de vie avec un médecin neurologue de 80 ans à la Salpêtrière et qui était en pleine forme, en pleine possession de ses moyens. Donc c'est quand même cette idée que la frontière qui jadis séparait invariablement les âges et qui rejetait dans les ténèbres toute la génération d'après la retraite, cette frontière a été repoussée. Alors peut-être vraiment le grand absent et le problème, c'est qu'il y a plus d'adultes. Et si on se dit que les gens sont moins responsables, peut-être même ces attentes vis-à-vis de l'État, c'est parce que on est tous des adolescents, pédants 60 ou 70 ans. Oui, alors c'est le risque, bien sûr. C'est-à-dire que l'adulte veut en permanence se dérober à ses propres devoirs. Mais s'il a des enfants, ce sont ses propres enfants qui lui disent « Arrête de jouer aux copains ou aux grands frères, tu es un père, tu es une mère, et tu n'as pas le droit de singer la jeune fille ou le jeune homme que je suis. » Donc nous sommes en permanence dans une schizophrénie. Nous pensons comme des êtres fringants et qui, bon, certes ont pris quelques rides ou des cheveux blancs, mais qui continuent invariablement sur le chemin d'existence. Mais dans votre cas, pas trop, hein, rassurez-vous. Si, vous êtes gentil. Mais les enfants disent ah non, là c'est pas possible. Tu ne peux pas intervertir les rôles. Et d'ailleurs, c'est très curieux de voir que les enfants sont un facteur de responsabilité. Ce sont eux qui souffrent finalement de cette génération des baby-boomers qui n'aura rien enseigné, sinon le fameux « fais ce qui te plaît, fais ce que tu veux ». Et donc, il y a une demande chez les jeunes, une demande de réassurance, une demande d'ordre, une demande de repère. Mais il y a aussi toute une jeunesse, ça c'est un autre débat, extrêmement gâtée, qui crie « vous nous avez volé notre avenir, notre futur ». C'est la génération Greta Thunberg, sur laquelle il y aurait beaucoup à dire, mais qui est une jeunesse qui est plutôt très favorisée, en tout cas dans le monde occidental, et qui endosse à son tour le costume de la victime pour pouvoir pointer un doigt accusateur sur les aînés. Alors ne nous éloignons pas quand même du cœur du sujet de votre livre, une sagesse discrètement tragique innerve ces pages très belles et très profondes, parce que vous êtes sans doute vous-même entré, Pascal Bruckner, dans l'âge philosophique auquel nous faisions référence tout à l'heure. Mais est-ce que vous vous êtes dit, en écrivant ce livre, qui est donc en partie autobiographique, puisque vous y méditez sur votre propre expérience de la maturité, est-ce que vous vous êtes dit à un moment qu'il y avait peut-être dans votre génération quelque chose que un grand sociologue américain que je crois Guy aime beaucoup, comme Christopher Lasch, a analysé lui-même, c'est-à-dire une tendance quand même à un narcissisme compulsif et peut-être un peu maladif? Oui, alors c'est pas simplement ma génération, je pense que tout l'Occident est malade de narcissisme. Lui, il l'historicise. Oui. Lui, il l'historicise, c'est-à-dire il en fait quand même une des caractéristiques des enfants nés après 1945. Oui, il a raison, mais je pense que au-delà de la génération, c'est le monde occidental pour garder un rôle dans l'histoire est persuadé, par exemple, d'être responsable de tous les malheurs du monde, d'avoir frappé la planète de tous les maux. Et donc, oui, il y a un narcissisme indéniable, mais qui doit se concilier avec le narcissisme des autres et qui donc est impossible à déployer. C'est-à-dire qu'effectivement, mon narcissisme rencontre celui d'autrui, et donc nous sommes obligés de faire des accommodements, mais c'est pas un combat de volonté, c'est un combat d'ego, la vie d'aujourd'hui, c'est ça? Oui, mais ça l'a toujours été en quelque sorte, ouais. Mais auparavant, il y avait des collectifs qui permettaient de lutter en commun contre un ennemi. Et aujourd'hui, c'est vrai que ce narcissisme, cette immaturité accompagne une volonté de vivre qui est souvent dérisoire, mais qui en même temps, mais que j'ai quand même envie de défendre, parce que j'ai l'impression que si nous refusons cette volonté de vivre, ce qui nous attend, c'est une acceptation un peu triste de l'inéluctable. Alors on a encore 2-3 questions, j'en pose encore une et après c'est Guy qui va achever et parachever cet interrogatoire oui, introductif. Douloureux, oui. Non, mais je plaisante. Il y a certains philosophes, notamment
votre complice de toujours, Alain Finkielkraut, ils analysent notre époque comme celle d'un refus de la finitude. C'est pas simplement qu'on ne veut pas vieillir, c'est que nos propres limites sont déniées. Elles font l'objet d'une occultation, d'une forclusion, diraient les psychanalystes. Vous partagez ce constat et cette inquiétude d'Alain Finkielkraut ? Comment dire, il n'y a pas de refus de la finitude. Tout le monde sait que nous allons mourir. Simplement, il y a quand même un grand rêve qui traverse notre époque, qui est le rêve transhumaniste. Oui, mais vous en parlez d'ailleurs. Oui, j'en parle. Alors le transhumanisme, c'est l'homme augmenté. Le posthumanisme, c'est l'immortalité. Alors je pense que ça, évidemment, c'est un peu absurde. Le posthumanisme, oui, mais le transhumanisme, en revanche, c'est beaucoup de gens. Regardez Laurent Alexandre dans l'Express. Chaque semaine, il fait une propagande pour le transhumanisme. C'est vrai. Mais je crois qu'il faut regarder ça d'un point de vue très pragmatique. L'être humain, c'est celui qui repousse ses limites. La nature reste notre maître, elle n'est plus notre guide, et ce depuis les origines de l'humanité. Et si nous sommes vraiment, comme le disent de très nombreux médecins et scientifiques, à la veille d'une révolution médicale absolument extraordinaire, grâce aux thérapies géniques, grâce à l'immunothérapie et d'autres choses, les limites seront encore repoussées, ce qui ne veut pas dire qu'on quête l'immortalité, ce qui ne veut pas dire qu'on refuse la finitude, simplement cette finitude est plus longue, si j'ose dire, et donc va nous placer sur une séquence temporelle qui sera peut-être celle du siècle, avec des problèmes absolument gigantesques, parce que si nous sommes désormais dans une seule famille, 4 générations, les problèmes de retraite, les problèmes de soins, les problèmes de dépendance, les problèmes d'héritage vont être évidemment considérablement amplifiés. Mais moi, j'ai une certaine confiance dans la science et dans la médecine, tout en évidemment sans partager les illusions des transhumanistes ou même de Laurent Alexandre, qui d'ailleurs en revient un peu sur son optimisme. Il est aujourd'hui beaucoup plus modeste, quand il avait dit en 2011 ou 2012 dans une salle que les personnes présentes vivraient peut-être 1000 ans, ce qui évidemment était légèrement utopique, et je ne suis pas sûr que l'immortalité soit un rêve très désirable par ailleurs, car il y a quand même le risque de voir mourir autour de soi beaucoup de gens. Et une autre phrase de Goethe que je cite: vivre longtemps, c'est survivre à beaucoup. Or, le drame de la tragédie de la vieillesse, c'est de se retrouver seul dans un monde dépeuplé des gens qu'on aimait. Gilles. Oui, vous participez aussi dans un phénomène plus général. Vous êtes enseignant qui écrit sur les seigneurs. Est-ce que les Juifs doivent écrire sur les Juifs, les Noirs sur les Noirs, les femmes sur les femmes et les vieux sur les vieux? Alors, je vous rassure, tout le monde est soumis au vieillissement. Donc, les Juifs, les Noirs, les femmes et les Goïs vieillissent. Donc, c'est une condition universelle. Par conséquent, je pense que ça peut concerner tout le monde. Mais vous l'avez pas écrit quand vous aviez non, je l'ai pas écrit. 35 ans. Non, tout simplement parce que, pour 2 raisons. Par superstition, en me disant, si j'écris quelque chose comme ça, d'abord à l'époque, je n'avais aucune idée de ce que ça pouvait être de dépasser la barre des 50 ans. 50 ans était déjà une sorte de sommet inatteignable, et pour moi synonyme de mort et d'ombre sinistre. Mais je pense que là, j'ai à la fois un point de vue plus objectif sur la condition, et en même temps, je ne veux pas renoncer, puisque pour moi, l'été indien de la vie, c'est renoncer au renoncement. Tout n'est plus possible, mais beaucoup reste permis. Je crois que c'est ça qui est important. Et ce qui reste permis doit être exploré, en sachant que cette permission qu'on nous accorde la science et la modernité, elle s'applique essentiellement, à partir d'un certain âge, au domaine de la connaissance. C'est-à-dire, c'est par l'esprit que nous survivons. Le corps doit évidemment être en état de marche, mais c'est quand même l'esprit qui, à ce moment-là, finit par dominer l'existence de tous. À 70 ans, il y a plus d'apaisement, comme on le dit souvent, qu'à 40, par exemple? Ah bah absolument pas. Non, c'est une découverte tragique, triste et drôle en même temps. Quand vous voyez des réunions de gens d'un certain âge dans des cénacles prestigieux, vous apercevez qu'ils sont habités des mêmes passions, des mêmes jalousies, des mêmes aigreurs, des mêmes rancœurs que des jeunes gens. Mais là, de la même libido aussi? Même libido, oui, même si elle ne trouve pas toujours un exutoire, matière à s'exercer. Et puis celle-là doit être, accomplie avec une certaine discrétion. On ne peut pas à 70 ou 80 ans manifester la même pétulance qu'un adolescent, sinon on se retrouve peut-être au tribunal. Donc il faut savoir garder une certaine dignité. Mais pour ce qui est des passions humaines,
c'est terrible. Et dans les hôpitaux, vous voyez bien que les gens piquent des colères. Non, il n'y a pas de sagesse. Heureusement, malheureusement quand il s'agit de passions négatives, et heureusement quand il s'agit de passions positives qui sont mises au service des autres et qui permettent à chacun de s'épanouir. Est-ce que vous pensez que dans 50 ans, quelqu'un de 70 ans aura les mêmes idées de la vieillesse? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Mais si on continue dans cette évolution, sauf catastrophe majeure, guerre atomique ou collision avec un astéroïde, je pense dans 50 ans, un homme de 70 ans sera peut-être dans la situation d'un homme de 60 ans aujourd'hui, d'un homme ou d'une femme. Ce ne sera pas un privilège de certaines classes. On voit qu'aux États-Unis, par exemple, certaines catégories voient leur longévité diminuer. Oui, absolument. C'est-à-dire que aux États-Unis, la classe ouvrière blanche est en proie au désespoir social pour toutes sortes de raisons, à la fois idéologiques, parce que l'Amérique est un pays multiculturel où l'homme blanc est constamment montré du doigt. Donc il y a cette idée que finalement, après avoir dominé, on est assujetti. Et puis il y a aussi des raisons de l'alcoolisme, la nourriture qui aux États-Unis est absolument globalement infecte et propice à l'obésité et donc à la mort prématurée. Oui, il y a des catégories qui seront sacrifiées, mais sur ce plan-là, il faudrait opposer le modèle européen au modèle américain. Et la France est évidemment beaucoup plus soucieuse de protéger les faibles que ne le sont les États-Unis, pays plus individualistes. En un mot, pourquoi en Occident, dans sa globalité, l'espérance de vie cesse d'augmenter d'une manière aussi foudroyante que dans les années 70, 80, 90, d'après vous? Parce que je pense qu'il y a eu, après la guerre, un bond qualitatif impressionnant, et que là, maintenant, ce sont des petits gains. C'est-à-dire je regardais les statistiques de l'INED il y a une semaine. En gros, les femmes continuent à vivre plus longtemps que nous, ce qui, après tout, constitue une inégalité contre laquelle nous pourrions aussi protester. Mais enfin, ne soyons pas mesquins. Mais soyez beaux joueurs, Pascal. Oui. Mais en gros, chaque génération gagne 1 an toutes les 10 ans. C'est quand même énorme à chaque génération. Donc c'est effectivement, on peut penser que dans 50 ans, on aura peut-être gagné un demi-siècle, mais là-dessus, il faut aussi compter avec les inégalités sociales et les inégalités génétiques. Et combien de séries on pourrait voir en 50 ans de plus? Il faut surtout en créer beaucoup. Et déjà, aujourd'hui, on en voit énormément. Merci Pascal Bruckner, merci Guylaine Meraili. On refait la semaine continue, on se retrouve après une pause de publicité. Vous êtes toujours sur Radio J, on refait la semaine continue avec notre invité spécial de ce dimanche qui est Pascal Bruckner. Il publie un livre passionnant, Une brève éternité, philosophie de la longévité, aux éditions Grasset naturellement, son éditeur depuis maintenant plusieurs décennies. Pascal Bruckner, on est très heureux d'être avec vous. Alors vous le savez, l'actualité de la semaine, ça a été aussi un feuilleton franco-français comme on les aime dans les médias, la nouvelle affaire Zemmour, puisque le polémiste, journaliste du Figaro, participait à la convention de la droite, disons d'une certaine droite, de la droite que prétend incarner Marion Maréchal Le Pen. Il a tenu des propos qui ont fait bondir un certain nombre de commentateurs. Il a dit que en France, aujourd'hui, il y avait une sorte d'association de la djellaba et de la kalachnikov et qu'il faudrait un jour libérer le territoire de cette emprise. On écoute les propos sur l'antenne de nos confrères de Judaïque FM du président du CRIF, Francis Khalifa, au sujet du discours tenu par Éric Zemmour. Ce que je constate, c'est qu'il y a une convention de la droite dans laquelle se sont exprimées des personnalités, et notamment, et je crois que c'est l'occasion qui m'est donnée à ce micro de pouvoir condamner cette expression. Condamner qui, Francis Khalifa? Directement notre ami Zemmour, qui, dans son discours, a fait un discours, c'était une véritable provocation à la haine raciale et à la violence. Et je crois qu'on ne peut pas tolérer, et que la République ne peut pas tolérer ce type de discours. Et je crois qu'on ne peut pas être dans un discours qui est un discours raciste, essentialiste envers les musulmans. Et nous ne pouvons pas, en tout cas, nous juifs, nous ne pouvons pas nous taire. Parce que nous avons connu, nous, ce type de discours par le passé. Alors, en un mot commençant, Pascal Bruckner, Zemmour a-t-il aujourd'hui tout faux? Alors comment dire, il y a beaucoup de choses. D'abord, je ne me joindrai pas au cœur des lyncheurs.
Parce que si on veut lyncher Zemmour, il faut lyncher aussi ses homologues à l'extrême gauche. Il faut interdire Rokhaya Diallo, il faut interdire Ouria Boutedja, il faut interdire Éric Fassin, qui a fait l'éloge des violeurs de Cologne, en disant que qu'ils avaient commis un acte politique. Donc il faut aussi regarder de l'autre côté, se demander si Zemmour est seul responsable de cette situation, que je n'approuve pas évidemment. Moi, il y a deux choses qui me frappent. La première, c'est que l'extrême droite, les fachos d'antan ne sont plus ceux qu'on a aimés et qu'on a combattus. Pourquoi ? Le héros de la droite, c'est un certain Éric Zemmour qui n'a pas cru bon de changer son nom, qui fit reproche aux jeunes blacks ou aux jeunes beurs avec qui il travaille de s'appeler, d'avoir des noms musulmans ou africains, mais qui lui a gardé ce nom Zemmour qui est judéo-arabe, et qui n'a pas voulu changer en Dupont. Donc déjà, oui, mais ça c'est peut-être le visage des nouvelles extrêmes droites européennes, c'est-à-dire qu'elles sont compatibles avec des appartenances et des origines diverses. Elles ne sont plus obsédées, disons, par l'identité européenne au sens strict du terme, et ça n'est pas forcément le signe qu'on n'est plus dans le périmètre de l'extrême droite, ça. Non, mais ça veut dire quand même que l'identité que revendique l'extrême droite est une identité impure. Au même congrès, il y a une représentante du gouvernement de Donald Trump, Candace Owen, qui était une jeune femme noire, élégante et qui parlait très bien, assez belle. Et donc, je me dis, on nous a changé, nos fachos ne sont plus ce qu'ils étaient. Mais c'est quand même des fachos. Mais ils ont toujours besoin, évidemment, d'abord de défendre une identité, mais qui est déjà rongée de l'intérieur. Et ils ont besoin aussi de désigner un ennemi. Et pourquoi pour vous, par exemple, Pascal Bruckner, vous êtes en pointe dans le combat pour la laïcité, vous êtes en pointe dans le combat avec d'autres intellectuels, Elisabeth Badinter, dans le combat contre le port des signes religieux musulmans dans l'espace public français, et vous avez sans doute raison. Mais pourquoi vous maintenez cette distinction essentielle entre l'islam et l'islamisme? Et pourquoi quelqu'un comme Éric Zemmour, mais aussi ses soutiens politiques, on peut imaginer Patrick Buisson, d'autres personnes derrière, annulent, font sauter cette distinction si essentielle? Oui, moi ce que je reproche à Zemmour, c'est de gâcher des bons sujets. Sur le mâle blanc hétérosexuel. C'est un vrai sujet que je compte d'ailleurs aborder bientôt, et je trouve que c'est dommage que tout d'un coup... Il a parlé du mâle blanc hétérosexuel dans son discours. Oui, je sais, en disant il est cerné par toutes sortes d'ennemis. Il y a une entreprise d'extermination. Oui. Bon. Donc tout ça... En toute nuance. Ce qui est faux. Ce qui est faux. Et pareil sur l'islam. Si on ne distingue pas l'islam de l'islamisme, alors on condamne 1,5 milliard d'hommes à l'obscurantisme. Et quand on regarde le monde arabo-musulman, quand on regarde même les musulmans de France, la première chose qui est évidente, c'est la division. Ils sont eux-mêmes partagés en différents courants. Toute une partie de la jeunesse musulmane, notamment les femmes, voit très bien les avantages que lui offre la République et la laïcité. Donc, pour avoir beaucoup investi ce champ d'études, je trouve que c'est absurde. C'est vraiment amalgamer des gens qui n'ont pas de lien les uns avec les autres. Et puis enfin, on sait très bien que le meilleur ennemi de l'islam, c'est l'islam lui-même. C'est-à-dire que l'islam est une maison divisée qui s'entretue, qui se combat. Et là, tout d'un coup, on est dans la grande simplification. Éric Zemmour, il gâche des bons sujets? Alors, je veux juste rapprocher deux événements qui ont eu lieu la même semaine et qui expliquent pourquoi on est tellement gêné. Donc, lui, il fait exactement ce que vous venez de dire, c'est de dire, je vois pas la différence entre islam et islamisme. C'est pour eux, l'un, c'est l'essence de l'autre. Et vers la fin de la semaine, on voit quelqu'un qui est martiniquais ou guadeloupéen, donc qui n'est pas ethniquement arabe ou quelque chose comme ça, qui s'est converti, qui s'est radicalisé et qui a tué d'autres fonctionnaires avec lesquels il travaillait dans le même service. Et donc, qu'est-ce que disent les gens? Bon, la seule façon. On connaît pas à l'heure qu'il est. D'accord. Les motifs exacts de sa radicalisation, comme vous dites. Je mentionne des faits sans pour autant dire que ils entretiennent des relations, des causes à effet. Voilà. Dans l'essence scientifique du terme. Il y a pas j'ai pas lâché une pomme qui va inéluctablement s'écraser sur le sol. Ce que je veux dire, c'est que que pensent les gens qui entendent les condamnations de Zemmour? Il dit que bientôt, la seule façon de se protéger, c'est de séparer. Parce qu'on ne sait pas à quel moment le musulman va être transformé. Il n'y a pas de signe annonciateur. Et en fait, pour dire les choses... En salafiste, voire pour certains en djihadiste, carrément. Juste pour
pour dire les choses cruellement, c'est juste une question de nombre de morts. S'il y a assez de cas comme ça, à un moment donné, la question va être posée. Pascal ? Oui, mais d'abord, on remarque depuis 2 ans, donc depuis que Emmanuel Macron est au pouvoir, le nombre des attentats a considérablement chuté. Non pas que les djihadistes n'aient pas envie de nous massacrer, au contraire, leur appétit est toujours là, mais d'abord Daesh est en difficulté, même s'il est loin d'être mort. Et est-ce qu'on peut pas dire qu'il y a une cause française interne, c'est-à-dire qu'au fond, cette présidence, malgré toutes les critiques qu'elle subit quotidiennement dans les médias dominants, a su échapper au double écueil intellectuel que nous dénonçons, celui du rien-avoirisme. Entre l'islam et l'islamisme, il n'y aurait aucun rapport, et celui de la remise en équivalence, c'est-à-dire le zémourisme. Islam égale islamisme, et ça, c'est évidemment deux façons de penser qu'ils font rejeter parce qu'elles sont à côté de la vérité. Et on peut quand même créditer Emmanuel Macron, malgré tous les défauts qu'on peut lui reconnaître, d'avoir su établir maintenant clairement ces distinctions essentielles. Oui, alors c'est vrai qu'il parle peu de l'islamisme. Enfin, il a fait quelques allusions ici et là. Mais enfin, j'ai résumé en gros la ligne actuelle du gouvernement. Mais alors, il faut aussi ne pas oublier quand même, parce que ça, c'est un facteur très matériel. C'est l'excellence de nos services de renseignement. Exactement. Qui ont décapité des cellules. Simplement, nous savons maintenant que nous devons vivre, nous, nos enfants et nos petits-enfants, avec une menace terroriste permanente, parce que on ne pourra jamais empêcher un illuminé ou un homme ou une femme qui ont été frappés par la révélation de se dire « je vais gagner mon salut en allant égorger le maximum de kafirs, d'infidèles dans la rue ». e-télévision devenue CNews, pressant Éric Zemmour pour animer un grand talk-show du soir. C'est bien ou c'est une faute ? Alors écoutez, là, j'ai pas d'avis. Honnêtement, je ne suis pas dans la tête de CNews, mais je pense que maintenant, de toute façon, il n'ira pas. Il a déjà été renvoyé, j'ai vu, de RTL, et il y a même, me semble-t-il, du grabuge au Figaro. Donc, Zemmour va devenir une patate chaude qui va encombrer tous ceux qu'il abrite ou qu'il accueille. Mais je me demande s'il n'y a pas chez lui la volonté du martyr, la volonté d'être le paria et de dire, voyez, j'ai raison puisque tout le monde me déteste. Oui, les romantiques, Baudelaire le premier, parlait de la secrète jouissance du désaveu. Il y aurait chez Éric Zemmour, à vous entendre, une secrète jouissance du désaveu. Oui, il va toujours plus loin, la provocation. Alors, paraît-il, il regrette souvent d'avoir franchi le pas de trop, mais il y a cette espèce de plaisir aristocratique de déplaire. Si je déplais, c'est que forcément, je détiens la vérité contre la foule. Donc en réalité, on le met à l'extrême droite, mais il y a aussi une posture romantique. Est-ce qu'on n'est pas, Gilles, quand même, pour vous questionner, vous êtes le directeur général de Causeur, est-ce qu'on n'est pas aussi dans un des aboutissements ultimes, terminaux, d'une forme de course à l'échalote vers la droite de la droite, qui marque une partie du paysage conservateur français depuis quelques années, et notamment de publications, je pense, pas à Causeur, mais à l'incorrect? C'est difficile à évaluer. Ce que je peux dire, c'est que du point de vue politique, ça n'a pas été un énorme succès. Exactement. Et je pense, un petit peu comme Robert Ménard, que il faut faire et réfléchir autrement avec. Je pas de mépris pour les métapolitiques, j'ai pas de mépris pour les idées, c'est le contraire. Mais est-ce que c'est pas un sort d'aveu, d'échec? On peut rien faire, donc on va réfléchir. Il faut les deux. Et pour le moment, la droite claudique sur une seule jambe, qui est la métapolitique. Mais il faut faire aussi la politique. Il faut gagner des mairies, il faut gagner des conseils régionaux. Il faut gagner la métapolitique, pour que nos auditeurs comprennent, c'est le combat idéologique tel que défini par Antonio Gramsci. C'est-à-dire, on fait d'abord du combat idéologique et culturel, et ensuite on verra s'il y a des victoires politiques qui s'en suivent. Et là, vous dites, il faut revenir à la politique. Oui, retour à la politique. Il faut lâcher le pauvre Gramsci et essayer de gagner quelques mairies, quelques sièges au Parlement, etc. Ça veut dire qu'évidemment, la droite doit revenir sur une ligne qui est plus celle du rassemblement républicain traditionnel. Oui, mais je pense que le combat métapolitique se fait dans le combat politique quotidien. Et la droite était incapable justement de faire cette élévation théorique. Et là, elle est aujourd'hui en totale débandade. Et je pense, je peux me tromper, mais je pense que Emmanuel Macron a toutes les chances d'être élu en 2022, puisqu'il n'y a plus ni droite ni gauche. Et il y a une droite caricaturale incarnée aujourd'hui par Marion Le Pen. Oui, et surtout, il y a personne
Et une extrême gauche caricaturale, incarnée par les écologistes, les trotskistes, enfin toute la pullulation des groupuscules. Alors, vous êtes passionnant, Pascal Bruckner, Guilhem Mikhaëli, merci beaucoup. On refait la semaine, continue dans un instant, après une courte pause publicitaire, je vais y arriver. La semaine, 3e épisode continue en ce dimanche. Le moment d'ailleurs de revenir, je ne sais pas si c'est revenir à la politique, Pascal Bruckner et Guilhem Mikhaëli, mais c'est en tout cas revenir à une scène politique particulièrement agitée ces dernières semaines et pour cause, recherche d'une coalition gouvernementale. On s'envole vers Jérusalem pour vous retrouver. Bonjour Pascal. Bonjour Alexis. Bonjour Pascal. Alors, quelles sont les nouvelles d'Israël ? Eh bien, un peu plus de 2 semaines après les élections, rien ne vient indiquer que l'incertitude sur la formation du nouveau gouvernement sera bientôt levée. Alors, les analystes politiques cherchent des explications à cette nouvelle donne bloquée. Amnon Lord, dans Israël Hayom, s'inquiète de voir la démocratie israélienne en suspens. Pour l'éditorialiste, le processus n'est pas nouveau. Il en fixe même le point de départ aux élections législatives de 2015. Amnon Lord pointe les institutions qui, selon lui, ont entrepris de concentrer leurs forces contre Benyamin Netanyahou, mais qui, ce faisant, ont conduit l'ensemble de la classe politique israélienne à la paralysie. L'éditorialiste du quotidien conservateur gratuit reprend la thèse du Deep State, l'État dans l'État, que serait le système judiciaire et d'autres institutions publiques non élues, où sont représentés majoritairement les opposants à la droite, avec le soutien d'une partie des médias. Il dénonce l'enquête policière menée contre Netanyahou et l'annonce de sa possible inculpation juste avant les élections précédentes comme des ingérences intolérables dans le processus démocratique. Amit Segal, dans Yediot Aharonot, fait un constat similaire, mais lui attribue des causes différentes. Notre crise politique est arrivée après une décennie qui a marqué la fin des grands combats idéologiques qui caractérisait la génération précédente. La crise actuelle, estime le commentateur le plus suivi du pays, pourrait bien marquer la fin de l'illusion de la stabilité politique, tant que le débat public se limitait de manière obsessionnelle à être pour ou contre Netanyahou. L'appareil politique donnait une impression de stabilité, avec à sa tête un chef indéboulonnable. Netanyahou est le centre d'un champ magnétique dont les pôles autour de lui ont créé un équilibre précaire. À court terme, il n'y a pas de raison qu'un recalibrage de l'échiquier politique produise un résultat différent, prédit Amit Segal. Benyamin Netanyahou reste effectivement le pivot de cette mécanique politique grippée. On guette ses initiatives comme celle de convoquer des primaires pour la direction du Likoud. Une façade, assure Ben Caspit dans Maariv, qui y voit un nouveau tour de passe-passe du dirigeant conservateur qui espérait une reconduction sans adversaire. Sauf que son rival, Gideon Sa'ar, a aussitôt relevé le gant en se déclarant prêt à briguer la tête du parti, crevant ainsi le ballon d'essai que Netanyahou venait de lancer, assure Ben Caspit. Quant aux concertations sur un éventuel gouvernement d'union, elles sont à peu près au point mort. Personne, en effet, ne veut avoir l'air de légitimer trop ouvertement Benyamin Netanyahou, mandaté par le président pour former la coalition, pendant que ses avocats, auditionnés depuis mercredi par le procureur général, tentent de désamorcer les charges de corruption, fraude et abus de confiance qui pourraient conduire à sa mise en examen. Un dispositif qui rappelle celui des auditions devant le Sénat américain, constate Shalom Yerushalmi dans Makor Rishon. Sauf que, contrairement aux vœux de Benyamin Netanyahou, ces auditions ne sont pas publiques. Ce sont des jours terribles, comme ceux qui séparent Rosh Hashanah de Yom Kippour, qui se jouent pour le Premier ministre israélien dans les locaux du ministère de la Justice, d'où Benyamin Netanyahou est d'ailleurs absent, laissant ses avocats plaider sa cause. Un fauteuil vide, car le suspect, Netanyahou, est toujours le Premier ministre qui doit conduire d'un autre bureau les affaires du pays. À la Knesset aussi, 13 fauteuils sont restés vides jeudi pendant la cérémonie de prestation de serment, ceux des députés arabes israéliens. Les élus arabes avaient choisi d'être présents sur le terrain auprès de leur communauté, frappée par une violence interne en passe de devenir endémique. Avec 70 victimes d'homicides depuis le début de l'année, les Arabes israéliens sont les victimes de ce qu'Amnon Be'eri Soliziano et Tabat Abouras appellent un terrorisme crapuleux. Dans la tribune qu'ils co-signent dans Haaretz, les deux directeurs de l'association Yozmot Abraham
dresse le constat d'une société qui s'enfonce depuis 2 décennies dans un enfer de violence et d'insécurité. Plus de la moitié des crimes de sang sont recensés dans un groupe qui ne représente que 20% de la population totale. La frustration et la colère des Arabes israéliens sont justifiées, affirment les 2 militants. La police, qui avait déserté les localités arabes après les émeutes d'octobre 2000, doit reprendre sa place et son rôle, lutter contre la criminalité organisée, la circulation des armes illégales et ramener le calme et la sécurité dans les rues. Le gouvernement doit être plus actif dans le développement économique du secteur et régulariser l'urbanisme en permettant la construction de logements. Mais la société arabe elle-même devra prendre part à l'entreprise si elle veut pouvoir se relever un jour. Et la fracture sociétale ramène à la fracture politique où, si l'union ne se fait pas par l'intérieur, peut-être sera-t-elle imposée par l'extérieur. Jeudi, à l'issue de la cérémonie d'investiture de la Knesset, Dana Weiss, l'analyste diplomatique de la chaîne 12 de la télévision israélienne, notait une convergence troublante dans les allocutions du Premier ministre et du président de l'État. Tous deux ont en effet insisté sur l'urgence sécuritaire qui rend cruciale la formation d'un gouvernement d'union. Benjamin Netanyahou a même cité nommément l'Iran. Savent-ils quelque chose que nous ignorons ? s'est interrogé la journaliste. Question rhétorique pour une réponse connue. Ce ne serait pas la première fois dans leur histoire que les Israéliens mettraient leur division de côté pour affronter une menace commune qui reste encore, par défaut, le meilleur facteur de réconciliation. Merci beaucoup Pascal Sunshine et on vous souhaite Chag Sameach, à très vite. On vous retrouve la semaine prochaine naturellement au micro de Radio J. Alors Pascal, Pascal Bruckner, vous êtes toujours avec nous. Vous publiez Une brève éternité, philosophie de la longévité aux éditions Grasset. Vous connaissez Israël, vous connaissez bien Israël. Beaucoup d'Israéliens veulent l'union nationale. Beaucoup d'Israéliens plaident, comme les Français en 2017, pour un dépassement du droit de gauche. Pourquoi ça capote ? Je dirais qu'Israël est un jeune État, mais il a déjà tous les problèmes d'une vieille démocratie. On pourrait être en Angleterre, en France, des accords parlementaires, des accords gouvernementaux, opposition personnelle, criminalité, mafia. Donc tout cela, cette jeune démocratie a déjà des rides. Donc pour elle, la longévité est une épreuve assez dure. Alors 2 choses. L'ennemi d'Israël aujourd'hui, c'est l'Iran. Et c'est un ennemi redoutable parce que les Iraniens, au contraire des pays qui entourent Israël, sont les héritiers d'une très vieille civilisation et on peut leur reconnaître au moins une vertu, c'est qu'ils sont extrêmement intelligents. Ça n'est pas un ennemi à déconsidérer. On va dire vulgairement, ils savent où ils habitent. Ils savent où ils habitent et ils sont redoutables. Et on a parfaitement raison de se méfier d'eux. Les événements récents l'ont prouvé. Mais d'un point de vue extérieur, pour moi qui suis touriste en Israël, ce pays a gagné globalement depuis 70 ans, depuis l'an 2000, depuis la seconde intifada, les progrès que réalise Israël, les liens avec tous les pays asiatiques, avec les pays du Golfe et l'Arabie aussi. Ah oui, avec l'Arabie Saoudite bien sûr, avec les ennemis jurés d'hier, et puis l'avancée technologique stupéfiante qui est réalisée là-bas, font que, quelles que soient les difficultés, et par nature cet État sera toujours en difficulté, le succès est là. Quand je pense qu'il y a encore 20 ans... La start-up nation qu'est Israël va permettre de surmonter cette hyper-démocratie et cet émiettement de l'opinion. Peut-être pas, mais je me souviens d'un homme politique qui disait il y a peu, dans 30 ans, Israël aura disparu. Pour l'instant, ce sont les pays autour d'Israël qui sont en voie de désintégration. Et qui s'agglutinent à Israël dans l'espoir d'être sauvés. Exactement. Donc l'ennemi d'hier est devenu l'allié d'aujourd'hui. C'est hallucinant. C'est un renversement complet. Mais ça, c'est une super bonne nouvelle que vous délivrez à nos auditeurs de Radio J ce dimanche. C'est la nouvelle d'un goy ami d'Israël. Oui, absolument. Voilà. Et qui a toujours été ami d'Israël. Toujours. Oui. Vous n'avez jamais fait défaut. Non. Ouais, bravo, en tout cas. Guil, vous êtes d'accord avec cette analyse, au fond, optimiste, par-delà le balagan post-électoral? Oui. Et on a eu déjà l'occasion d'en parler. Les Palestiniens étaient battus militairement. Pour les Israéliens, ce qu'ils souffrent de leur part est soutenable. Et surtout, Israël a cassé les alliances de Palestiniens. Il n'y a plus d'ennemis capables de détruire l'État d'Israël. Et donc, si on rajoute une économie florissante et dont les gens sont fiers,
et une nation qui fonctionne bien, c'est plutôt en réussite. Alors sur la situation politique, brièvement. En 2 mots, oui. En 2 mots. Netanyahou reste la clé de voûte de la situation. C'est pas une question d'idéologie. C'est ce que dit un des éditorialistes qu'a cité Pascal. Netanyahou risque de se retrouver envoyé devant le juge, et surtout dans son camp, sous tous les toges, il y a des couteaux. Il y a les couteaux sont tirés. Il y a toujours les couteaux. Et la seule question, qui va être César? C'est-à-dire qui va être Brutus? Yoli Edelstein, vous y croyez par exemple? Je ne sais pas. Il y a une longue liste de Brutus potentiels. On sait qui est César, mais on ne sait pas encore qui sera le Brutus number one. Mais je pense qu'il va être 2e, 3e ou 4e couteau, oui. Bon, merci infiniment Gil Mikhaeli. Je rappelle, ne nous délivrez pas du mal chez donc la nouvelle couverture de Causeur qui évoque bien sûr les prédilections de notre amie Elisabeth Lévy et bien sûr Pascal Bruckner, notre invité, Une brève éternité, philosophie de la longévité. C'est un des grands essais de la rentrée, je peux vous le dire. Hein. C'est un des grands essais de la rentrée et on vous retrouve bien sûr quand vous voulez sur les ondes de Radio J. Avec plaisir. Merci. Bon dimanche. Merci.